Bonjour spectateurs, bienvenue de retour à ce deuxième épisode du podcast Dans le nid des aigles. Aujourd'hui, un petit spécial un peu, on va se tourner du côté un peu du recrutement, là, puis comment on va bâtir l'équipe pour la saison 2024 des Aigles. Je me présente, c'est Kazou, je vais être votre animateur pour aujourd'hui. Et j'ai comme toujours avec moi mon ami Marco. Fidèle acolyte, Directeur marketing des Aigles qui est là un peu pour discuter avec moi et aussi avec notre invité là, qu'on va accueillir plus tard. On va revenir s'attendre, Marco, un peu. Là, on a eu un beau premier épisode avec René Martin la dernière fois. Plein de belles petites anecdotes croustillantes sur tout son passé avec les Aigles. Ouais. René est toujours aussi divertissant. Mais non, c'est pertinent. Là. Il a fait tout là, dans l'organisation. C'est un de ceux qui était là pour partir l'équipe. C'est sa 11e année ici. Fait que je pense que c'était parfait pour commencer. Exactement. Puis il est assez drôle aussi. Fait que c'est toujours le fun de le recevoir. Là. Ben oui, ça. Puis on voit tout le vécu qu'il y a eu aussi dans l'organisation. Puis tout. Puis je trouvais que c'est très intéressant. On parlait aussi de tout l'impact. Puis des fois, on ne remarque pas tout ça nécessairement, mais tout l'impact que ça a sur la communauté aussi. Une équipe comme les Aigles. Puis c'est clair, mais tu sais, vu qu'on dit souvent c'est la structure des Aigles, fait que le 2A, voilà, le junior, mais aussi. c'est le fun parce que René, il est impliqué dans tout, fait que ça permet justement de savoir un peu de où il part et tout ça, fait que c'est vraiment hot. Et voilà, ça, il a vraiment touché à tout dans l'organisation, puis on a pu le sentir. Ça nous a donné vraiment un bon aperçu. Ça, comme tu disais un peu tantôt, je pense que c'est vraiment la mise en bouche parfaite pour commencer ce projet de podcast-là. Ouais. Ça nous a permis d'avoir une bonne idée, puis pour les partisans... Puis même les gens à la maison qui connaissent un peu plus l'équipe, je pense que ça a permis d'avoir certaines histoires un peu plus des dessous de l'équipe des Aigles. Ouais, puis comprendre aussi comment ça fonctionne. Là. Des fois, on le sait pas, la masse salariale, les statuts des joueurs. C'est intéressant de comprendre aussi le processus. Puis ça explique un petit peu des fois certains mouvements. Fait que, non, c'était super. Puis là, ben justement, aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur les opérations baseball. Ben oui, c'est ça, parce que même, on s'entend, René nous a parlé dans un épisode, puis bon, on sera pas cachette. Il y a eu certains défis l'année passée, disons-le comme ça, sur le terrain pour les Aigles. Donc, évidemment, et là, ça a amené, comme tu viens un peu de l'amener, à quand même une bonne restructuration des opérations baseball chez les Aigles pour justement aider à aller chercher les meilleurs joueurs, les pépites là, un peu qu'on peut trouver partout là, dans le baseball pour créer la meilleure équipe possible, pour avoir un beau produit sur le terrain, parce que même si on le disait l'autre fois, c'est le happening par excellence, le baseball, mais veut pas, on aime ça avoir une équipe qui gagne aussi souvent. C'est toujours plus fun quand on gagne. Là, et voilà, c'est ça. Peu importe ce qu'on fait, oui, c'est le fun, on apprend dans la défaite, mais on s'entend qu'on veut gagner, c'est toujours plus agréable. Mais non, c'est ça dans le but d'aider Matt Rush, de l'encadrer. 2 nouvelles acquisitions au recrutement. On a Oswe Pele, qui est notre invité d'aujourd'hui, qui est maintenant directeur du recrutement. Fait que ça, c'est un gros ajout pour l'organisation. Puis Jean-Félix Proulx aussi, qui a beaucoup de contacts comme assistant à Oswe Pele. C'est deux gars qui amènent beaucoup d'expérience. Puis c'est des Québécois aussi, Québécois d'adoption, Québécois. Fait que non, c'est cool, puis ça va permettre aussi d'aller chercher, on espère en tout cas, une meilleure équipe sur le terrain. Puis c'est des gars qui sont super le fun à travailler avec aussi. Fait que non, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation. Vraiment, on le veut après l'entrevue, là, pour avoir du fun aujourd'hui. Un autre très beau podcast. Puis honnêtement, c'est 2 très bonnes têtes de baseball, c'est comme ça, qui viennent. 2 gars qui ont des pedigrees très intéressants, puis très... ils ont de l'expérience. Ils savent de quoi ils parlent en termes de baseball. C'est 2 gars qui ont joué autant au Canada qu'aux États-Unis, puis même qu'Oswe Pele, on a des anecdotes avec lui. Là. Ben oui. Un épisode, ça sera pas assez, mais il est très intéressant. Fait que c'est cool. Puis c'est une autre vision. Tu sais, des fois, nous autres, il y en a beaucoup qu'on n'est pas sortis du Québec ou on est peut-être juste des partisans. Mais d'avoir la vision d'un gars qui a tout fait dans le baseball, c'est vraiment cool. Là, que ça soit l'équipe du Québec, l'équipe nationale, les mineurs, la Can-Am, il a tout fait. Là, fait que c'est malade, là, ça va être fou. Ben oui, puis justement, ça, comme tu l'amènes aussi, la Ligue Frontier, c'est une ligue, les joueurs, c'est international, il y en a qui viennent de partout, donc c'est important d'avoir des bons recruteurs qui sont capables d'aller chercher un peu avec les bons contacts tous les joueurs qu'on a besoin. Il va nous en parler aussi, lui, il parle 3 langues, fait que c'est un autre atout pour lui, pour parler à un joueur, là, parler à un Dominicain, exemple, là, qui parle 2-3 mots en anglais, mais toujours pratique pour l'attirer quelqu'un qui parle dans sa langue. Fait que non, ça va être intéressant. Ben d'ailleurs, je pense qu'on va y laisser un peu du stock. Marco, je pense que c'est prêt. On va présenter notre invité
Ce gars-là, il a plus besoin de présentation dans le monde du baseball, surtout ici au Québec. C'est un Vénézuélien d'origine. Il a débuté son baseball professionnel dans les filiales simples et doubles lettres des Pirates de Pittsburgh et des Red Sox de Boston. Ensuite, il a fait le saut dans le baseball indépendant justement avec nos rivaux, mais comme on en a parlé dans l'épisode, nos bons amis aussi inscriptifs des Capitales de Québec. Il a été 3 fois champion. C'est un receveur exceptionnel qui a fait la pluie et le beau temps avec les lanceurs Capitales, donc Angelina aussi. Puis ensuite, bien évidemment, il a commencé un peu plus à coacher dans les dernières années. Il a entre autres été avec les Alouettes de Charlebourg dans la Ligue de baseball junior majeur du Québec. Il a entre autres mentoré aussi là, Édouard Julien, là, donc on voit ces temps-ci là, avec les Twins qui est en train de tranquillement faire sa place dans le baseball majeur. Et même, ben ça, il pourra probablement nous en parler aussi un peu plus tard, mais commence un projet de sport-études avec le cégep Limoilou, donc baseball-études un peu. Donc, sans plus attendre, on accueille notre invité, Josué Félé. All right. Yes, sir. Comment ça va? Salut, les gars. Ça va bien? Ça va bien? Merci. C'est cool d'être là. Yes, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. J'avais bien hâte. C'est sûr que l'intro est un peu longue parce que tu as un gros parcours. Là. On n'a même pas encore parlé de tout, là, parce que d'ailleurs, moi, j'ai été un peu surpris après l'entrevue, même d'apprendre. Tu as fait beaucoup de choses avec les Blue Jays de Toronto. Tu peux-tu nous parler un peu du rôle que tu avais pendant quelques années là-bas? Ben, écoute, c'est sûr que c'était imprévu tout d'abord parce que, bon, je m'attendais à jouer une autre saison avec les Capitales de Québec. Puis, Michel, il m'appelle, il me dit « Hey, tu penses-tu que tu serais intéressé un jour de travailler pour les Blue Jays? » Je comprenais pas trop. Fait que là, j'ai eu un appel... de tennis, là, le monsieur là, qui s'occupait justement de ça. Fait que ensuite de ça, ben plein d'entrevues parce que j'ai pas eu la job comme ça. Là. On était plein à faire des entrevues. J'ai dû aller lancer des pratiques au bâton en Floride. Écoute, ça a été vraiment bouleversant, mais bon, finalement, j'ai eu le travail. J'étais supposé de seulement être traducteur pour les joueurs hispanophones, puis lancer la pratique au bâton. Il y a 3 groupes, là. Fait que je lançais un groupe, là, ça prend à peu près 15-20 minutes. Puis finalement, ben ça s'est tout retourné en catcher de bullpen. Je me suis occupé du vidéo replay aussi, là, les reprises vidéo pendant quelques temps. Je m'occupais aussi beaucoup des gars qui étaient blessés, fait que je devais aller avec eux autres là, quand ils étaient en réhabilitation. Fait que je me suis ramassé avec 3-4 jobs en même temps là, pendant les 3 années que j'ai été là, mais c'était vraiment incroyable. Là, c'était vraiment cool, mon expérience, visiter tous les terrains, juste puis d'apprendre avec les joueurs aussi. Là, ça, pour moi, c'était l'expérience la plus incroyable. Là. Ça a été vraiment d'apprendre parce que j'ai quand même été là pendant que les Blue Jays étaient vraiment bons. Là. Oui, les c'est temps ça. De Donaldson, Russell, le fameux bat flip. Tout le kit, là, tout le reste. Donc, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, je dis souvent au monde qui me demande « Hey, comment t'as trouvé ça? » Pour moi, c'était comme faire un doctorat au baseball. J'ai vraiment été à l'université du baseball parce que, oui, les expériences étaient cool, le voyagement, tout, mais c'était vraiment d'apprendre. Parce que j'ai tellement appris des choses qu'on peut pas t'enseigner, que tu peux juste les voir, tu peux juste... Ou les gars qui vont t'en parler, tu sais. J'étais souvent avec le coach des frappeurs aussi lorsque j'étais là, puis fait que j'étais tout le temps dans des cages avec les gars. Fait que, tu sais, les gars vont te parler des choses qu'ils vont pas nécessairement dire à tout le monde, tu sais, leurs petits trucs, qu'est-ce qu'ils font de différent, parce que, tu sais, c'est pas tous des gars qui font la même chose, là. Oui, ils ont du succès, mais... ils font toutes leurs choses différemment. Fait que c'est cool ensuite de ça. Ça te fait un gros bagage quand toi, après ça, tu veux en redonner aux jeunes, mais tu sais, il n'y a pas une façon de lancer, il n'y a pas une façon de frapper. Non, exact. Il y en a plusieurs tant que ça fonctionne, tu sais. Mais c'est fou parce que tu côtoyais les meilleurs, là, puis comme tu dis, en plus, c'était les grosses années des Jays, là, ils sont encore bons, mais c'était des années incroyables. Et ça me fait penser parce que quand j'étais avec l'ABC, on était allé dans les installations des Nationals de Washington, puis on frappait dans les cages, puis là, à un moment donné, un gars qui rentre dans la cage, le gars vient faire il vient frapper, puis tout. Fait que là, on se retourne, c'est Ryan Zimmerman qui frappe à côté de nous, tu sais, fait son T-ball à côté. Ben, je me rappelais toute ma vie, là, mais nous autres, ils nous parlaient pas, puis tout, parce qu'ils faisaient ses affaires, puis on n'avait pas rapport là. Mais, tu sais, mettons, tout. T'es avec eux, là, mettons, tu jases avec Josh Donaldson, de même, là, comme on jase, moi, plutôt. Ben, c'est ça, là, c'était 24/7, là, tu sais, je suis avec eux autres tout le temps, puis, tu sais, pendant les matchs, il fallait que j'aille dans la cage pour m'occuper, mais bon, OK, exemple, cette journée-là, Donaldson ne jouait pas, puis il y était peut-être un pinch hit en 7e ou en 8e manche, mais on allait dans les cages en 4e, 5e, j'allais leur lancer des balles, tu sais, mon bras était pas mal taxé pendant ces 3 années-là. Incroyable, parce que des fois, même, je me lançais avec les lanceurs aussi, tu sais, pour faire leur long toss, parce que
bon, on s'entend, les coachs qu'on avait là, c'est pas les gars qui étaient jeunes non plus. Fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement se lancer avec eux. Fait que, Josué, come with us. OK, m'en viens. Fait que, non, j'ai appris beaucoup, mais comme tu dis, c'est surtout le fait de voir que ces personnes-là, oui, ils sont bons au baseball, mais ils travaillent tellement fort. C'est fou comment ces gars-là, ils mettent du travail pour qu'est-ce qu'ils font. Puis oui, ils ont du talent, mais il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. C'est pas un hasard qu'ils soient rendus là. Exactement. oui, non, c'est ça. Ça démontre ça à quel point. Puis même aussi, tu parlais, mais de ton côté, à toi, juste... on en parle des fois, mais les gens qui parlent qui travaillent dans les organisations de sport, là, à quel point le haut de tâche connecte des fois, là, comme tu parlais, des fois, de comme juste, finalement, tu fais demander comme d'aller long toss avec les gars, puis tout. Fait que ça démontre à quel point tu fais un peu de tout. Là. Un peu de tout, puis à quel point qu'il y a tellement des choses qu'on sait pas, là, que c'est caché, là. Il y a tellement d'affaires, tu sais, juste les stratégies. Tu sais, des fois, j'explique ça souvent, puis c'est cool qu'il y a du monde qui vont écouter ça, mais c'est facile aller un petit peu, comment dire, exemple, dans le temps, moi, c'était John Gibbons, qui était le manager, puis le critiquer. Pourquoi il a mis lui? Pourquoi il a pas mis l'autre? Mais souvent, là, c'était pas du hasard. Ouais. C'est que peut-être que le gars qui était supposé de lancer la 8e manche normalement, mais il est arrivé cette journée-là, puis il avait un petit peu mal à l'épaule. Puis, tu sais, c'était pas un cas de blessure, mais juste, gars, on va lui donner un petit break. Puis on en met un autre, puis là, finalement, il se fait frapper, puis il perd la game. Puis là, tout le monde, il faut qu'il se fasse... Il y a tellement plein de choses en arrière, des décisions qu'ils prennent que des fois, c'est facile de les critiquer, mais... c'était jamais, là, c'était rarement du hasard. Là. Il y avait tout le temps une raison pourquoi ce line-up-là était comme ça, ou pourquoi quelqu'un jouait ou jouait pas. Puis des fois aussi, c'était question de, il est arrivé en retard, ou il travaillait pas fort, ou c'est juste qu'il n'allait pas le dire devant tout le monde. Une suspension d'équipe, là, un peu. C'est ça, exactement. Je ne veux pas le mettre sur le spot non plus pour une niaiserie, mais ça fait qu'il joue pas. C'est des choses qui restent à l'intérieur dans la famille, comme dans n'importe quel sport. Là, c'est pas tout qui sort nécessairement. Là. Oui, non, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ton parcours aussi, Josué, puis je me demandais justement comment tu as fait le saut dans le... Parce qu'évidemment, là, on a parlé dans ton pedigree au début de ton expérience avec les Capitals de Québec. Comment tu as passé justement du baseball affilié au baseball indépendant? Ben écoute, ça a été une transition vraiment bizarre parce que, bon, je me suis fait libérer lorsque j'étais dans les mineurs le dernier jour du camp d'entraînement. J'étais en Floride. Et ça, c'est quand même rough. 9 h le matin, j'ai tout pacté mon char, puis je me suis dit, bon, je retourne à la maison, je fais quoi? Je me disais, bon, je vais faire le chemin en 3 jours. Là, c'est quand même Floride, Montréal. Toi, à ce moment-là, tu habites... J'habite à Montréal. T'es tout seul? T'es avec... Non, j'étais chez mes parents encore. Parce que fait que tu passes des mineurs puis tu reviens chez tes parents. Puis je retourne chez mes parents là, puis je suis OK, man, ma carrière de baseball professionnelle, wow, je fais quoi? Puis je commence à conduire, je me dis, bon, je vais m'arrêter quelque part, puis je vais le faire en 2-3 jours. Finalement, je l'ai fait en non-stop. J'arrêtais à chaque 5 heures. Je me disais, je m'en rappelle encore. Même pas. Je faisais 5 heures, je tankais mon char, je continuais. Je tankais mon char, je continuais. T'es pas bien, tu sais pas. Hey, j'ai eu du temps pour me poser des questions. Là, c'est long, la route. Tu y vas. Floride, Montréal. Ouais, je me rappelle quand je suis arrivé chez nous, même ma mère a fait, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas fait le release hier? Ouais, mais pourquoi t'es là? J'ai dormi comme 13 heures après ça. Là, j'ai fait un long nap. Puis dans le temps, moi, c'est l'agent Russell qui était mon agent aussi, Russell Martin. Russell, il m'a tout le temps aidé, fait que c'était mon agent. Puis, par la bande, ceux qui connaissent Ivan Nakarata, le meilleur ami à Russell aussi, travaillait avec lui. Il m'appelle, puis il me dit « Hey man, s'entends-tu d'aller jouer avec les Capitals? » Puis, sincèrement, je connaissais pas tant les Capitals parce que lorsqu'ils étaient des mineurs, je veux dire, tu t'occupes de toi puis de tes affaires. Je savais un peu c'était qui, que c'est une équipe professionnelle ici à Québec, mais c'était tout. Fait que je dis, ben, écoute, ouais, ça me tente, pourquoi pas. Puis en même temps, un de mes très bons amis, à ce jour, Jonathan Monleau aussi, lui aussi, il se fait libérer. Joe, il m'appelle, hey man, on s'est entraînés toutes. Nos 3 dernières off-season, on était ensemble. Puis il dit, hey, Yvan m'a appelé, on va-tu là? All right, man, on y va. Fait que quelques mois plus tard, ben, on décide de s'en aller à Québec, puis le reste, c'est de l'histoire. Regarde-moi maintenant, j'habite à Québec. J'ai déménagé là-bas. Oui. J'ai gagné quelques championnats. Puis, tu sais, j'étais encore impliqué. Je veux dire, je travaille là-bas. J'habite à côté du stade là-bas. Nouvelle vie à Québec, là. Nouvelle vie à Québec. Jonathan aussi habite là aussi. Maintenant, on est plusieurs qu'on est restés. Québec, c'est tellement une ville accueillante. Puis, ça a été, sincèrement, puis je le dis encore, puis je suis zéro gêné de le dire, ça a été de loin mes meilleures années de baseball de ma vie. Wow. Pas juste nécessairement
côté statistique ou au championnat, juste côté plaisir parce que on joue pour... Tous les gars qui sont là, on joue pour la même chose, c'est pour gagner. Tu sais, souvent, beaucoup de ces joueurs-là, lorsqu'on est là, notre carrière dans le baseball affilié est terminée ou presque. Tu sais, oui, tu as encore l'espoir d'y retourner, mais à un moment donné, tu es comme, gars, on est ici pour gagner, puis ça devient tellement plus plaisant que j'ai adoré mes années là-bas. Jess, on en parlait, peut-être c'est un peu au dernier épisode avec René, c'est un peu une route alternative, mais tu vois que c'est dans ce genre de ligue-là que les gars aussi, ils jouent pour l'amour de la game vraiment, puis on l'a vu, puis là, ça aussi, on avait un peu, mais avec là, les Graves sont plus là, mais il y avait des gars littéralement qui prenaient le bus puis qui étaient dans les hôtels à tous les jours, mais ils le faisaient parce qu'ils aimaient le match, fait qu'on le sent vraiment, là, c'est... Exact, puis tu sais, les fans doivent savoir ça aussi, là, il y a personne ici qui va faire une vie avec l'argent que tu vas faire ici comme joueur. Tu sais, je pourrais quasiment peut-être dire que je me suis peut-être endetté pendant que je jouais avec les Capitales, tu sais. Mais si c'était à recommencer, je le ferais parce que, comme tu dis, tu sais, un jour, on jouera plus au baseball, là, on va être trop vieux, ça marchera plus. Donc, lorsque t'aimes comme tu dis, le jeu, lorsque t'aimes ça, tout le reste, ça importe peu. Là. Ça me fait penser, moi, quand j'étais au secondaire, j'allais à Edouard Petit, puis mon coach, c'était Pat Daou. C'était dans les années qu'il jouait encore dans les Capitales, puis lui, c'est ça qu'il disait. Tu sais, les gars disaient, t'es payé à jouer au base, puis, tu sais, combien, nanana? Il disait, pour vrai, les gars, c'est pas grand-chose, mais il dit, quand je reçois mon chèque, je me dis, je viens de recevoir de l'argent pour jouer au baseball, tu sais. Ça n'a pas de sens pour moi. Fait que je m'en fous, c'est quoi le montant. Là, en ce moment, je suis payé pour jouer au baseball, tu sais. Oui, c'est ça. Mais ça m'amène aussi que. Tu disais, tu as eu des belles années puis tout, mais vous avez eu la chance aussi que dans vos années, il y a beaucoup de gars qui étaient... Tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui étaient vraiment forts. Ça vous a permis d'être comme plusieurs dans les capitales au même moment. Puis tu sais, vous étiez des joueurs d'impact, là, pas des gars qui venaient jouer 2-3 games. Là, c'était des grosses années. Là. Écoute, mes 2 premières années, ça parlait français dans la chambre de joueurs. Ouais, ça en dit beaucoup, là, surtout dans le sport professionnel. Mais oui, on avait Pat Scalabrini, on avait Pierre-Luc Laforêt, Pat Daou, Guillaume Dupont-Duguay, Guillaume Leduc, Sébastien Boucher, Jonathan Manlot, Carl Gélina. J'espère qu'il m'en manque pas. Ça serait plate un peu pour celui qui est oublié. Normand Gosselin a été là ma première année aussi. Moi, j'étais là. Godfrey Tomlinson, oui, c'est un métier. Maintenant, c'est un gars qui habite à Québec, parle français aussi. Fait que, tu sais, TJ Stanton aussi parlait, qui était le gérant ici, tu sais, parle français aussi. Fait qu'on était... Matt Rush, notre gérant aussi. Oui, effectivement, on était quand même beaucoup. Donc, c'est cool. Puis comme tu dis, c'était des joueurs d'impact. Exact. On était des gars qu'on jouait à tous les jours. L'année d'après, on a eu Jean-Luc Blaquière aussi, un autre Québécois. Fait que, c'était hot, c'était cool, c'était la fierté de jouer pour les Capitales était vraiment imprimée. Mais encore une fois, c'était de la chance parce que c'était un circonstanciel dans le sens que... C'est clair. Oui. C'était des bons joueurs, qu'on n'était pas dans l'affilié, qu'on a pu être là. Puis, dans le temps aussi, il y avait un peu moins de règlements côté expérience 1, expérience 2. La Can-Am, c'était un peu plus ouvert. Alors, on pouvait se permettre d'avoir cette trempe de joueurs-là parce que si c'était à aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ça. Non, c'est ça. C'est un peu de la chance, comme tu dis, mais tu sais, tu dis circonstanciel, mais c'est quoi les chances que toi et un de tes meilleurs chums, Joe Marlowe, vous êtes libérés la même année, vous rejoignez les Capitales. Tu sais, c'est fou, là, c'est malade. C'est ça, là, c'est hot. Puis, tu sais, on connaissait déjà les gars qui étaient là aussi. Pat Daou, je veux dire, Pat Daou, j'ai joué avec à l'ABC pendant 2-3 ans. Après ça, on a joué contre dans le Junior Elite. Puis, tu sais, c'est un de mes bons chums encore, Pat Daou. Donc, écoute, là, c'était incroyable ces années-là. Puis, pour vrai, là, je pense que on était vraiment chanceux d'avoir tout ça en même temps parce que c'était magique, là. Mais c'est drôle, tu parles de circonstances, ça m'a pensé, là, si on vient, mettons, un peu à ton rôle actuel de directeur du recrutement, tu parlais un peu des contraintes des fois qu'il y a par rapport à la Ligue, tout ça, puis même juste aussi des fois, les joueurs, on sait, qui roulent pas nécessairement sur l'or, là, contrairement à ce qu'on veut baser des fois. C'est quoi les défis pour recruter des gars, justement, qui sortent du baseball affilié pour leur dire « Hey, venez ici à Trois-Rivières, genre, ça va... » Mon Dieu, il y en a beaucoup de défis. Ben, tu sais, le premier défi, tu sais, moi, je m'occupe surtout d'aller chercher les joueurs latino-américains. Bon, tu en as parlé un peu tantôt, la langue. Puis je vais te donner un exemple très simple. Imagine si toi, tu t'en vas jouer demain au hockey en Russie. OK? Puis, écoute, là, tu es un bon joueur, tu t'en vas jouer une ligue là-bas.
Mais là, toi, tu parles pas russe. Mais le directeur du recrutement t'appelle, puis là, il commence à te parler en français. Là, ça t'intéresse un peu plus. T'es comme, OK, je suis pas trop perdu. OK, man. Puis là, il peut te parler un peu de comment ça fonctionne, puis la nourriture, puis la maison, puis comment ça fonctionne. Puis en plus de ça, beaucoup de joueurs latino-américains, le Canada, ils connaissent pas ça. Là. Mais non. Encore moins le Québec, encore moins Trois-Rivières. Ouais, non, tu comprends? Fait que déjà là, en partant, c'est ça qui est le défi le plus grand. Puis ensuite de ça, c'est le salaire. Parce que comme on le sait, comme on l'a mentionné tantôt, on n'est pas ici pour faire des millions. Puis, on a une masse salariale, donc il faut respecter. Puis en plus de ça, oui, tu connais les chiffres du joueur, tu connais ses statistiques, mais ça ne veut pas dire que ces statistiques-là vont s'appliquer ici, dans le sens que peut-être qu'il va être meilleur, peut-être qu'il va être moins bon. On ne le sait pas nécessairement. Moi, j'ai vécu mes meilleures années statistiquement parlant avec les Capitales. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de plaisir, alors que dans les mineurs, c'était un peu plus difficile de ce côté-là. Donc, le défi est quand même assez grand. De se faire dire non aussi, là, ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie. Mais ça, c'est un défi à quoi je m'attendais. J'en ai parlé là, avec quelques personnes qui ont déjà fait ça. C'est ça le défi. Il ne faut pas que tu le prennes personnel lorsque les joueurs ils disent non, écoute, je vais faire d'autres choses. Je vais peut-être signer avec une autre équipe ou je vais regarder mes options ouvertes. Parce que, dis-toi une chose, que les jeunes, surtout en bas de 25-26 ans, leur but unique ou ultime, c'est de retourner dans le baseball affilié. Donc, ils pensent que s'ils vont jouer dans la Frontier, pourquoi j'irai là? C'est pas là que je veux aller. C'est pas là que... Alors qu'il faut que tu les convainques que ça peut être un tremplin, ça peut être un nouveau départ pour que tu puisses re-signer et tout. Donc, c'est ça les plus gros défis que je te dirais qui viennent à moi là, lorsque je parle à des joueurs. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça cool parce que les gars sont surpris quand je les contacte. Puis, attends, là, tu es là-bas, puis ça parle français. Puis, ça parle pas anglais, mais ça parle anglais aussi, les gars. Puis toi, tu parles espagnol. Puis tu t'occupes de ça. Mais là, comment... Fait que, tu sais, les gars, au début, sont comme un peu surpris, mais ensuite de ça, tu sais, ils prennent un peu plus confiance. Puis écoute, à date, on a quand même une très bonne moyenne des gars qu'on contacte puis qu'on signe. Là. Puis c'est beau de voir d'ailleurs, mais tu parles ça aussi des fois, le mélange culturel qui se fait quand les gars ils arrivent ici aussi au Québec. Là. Moi, je me souviens l'année passée, on était au Com, mais on peut aller chercher des hautes tâches correctes. Tantôt, des fois, j'allais chercher les joueurs à l'aéroport puis je leur faisais goûter leur première poutine là, en arrivant au Québec. Puis tu vois qu'il y en a, même, ils commencent à apprendre quelques mots de français puis ils trippent vraiment, là, puis ils aiment la culture d'ici. Fait que... non, c'est ça, on est quand même une belle place où on vient. Puis au final, les gars, ils aiment ça venir jouer ici. Moi, je me souviens aussi Dalton Com, justement, qui va revenir l'année prochaine. Mais que lui, justement, il m'avait dit dans les premiers moments, moi, justement, je voulais venir jouer au Canada. Je voulais peut-être revenir dans le Frontier, mais je voulais pas nécessairement retourner aux États-Unis. Je voulais venir vivre quelque chose de nouveau, puis il l'a fait, puis justement, il revient la preuve cette année à Trois-Rivières. J'ai l'impression que les faire venir, c'est difficile, mais les faire revenir, c'est facile. Exactement. Quand ils ont goûté à ça, là, ils trippent, c'est le fun. Fait que... Mais c'est ça, le défi, c'est de les faire venir. Mais c'est ça, tu sais, c'est nouveau, puis il faut comprendre aussi, là, que nous autres, les Latino-Américains, nous, dans notre tête, on nous a toujours vendu le Canada comme le pôle Nord. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est la pure vérité. T'sais, même les Américains du Sud, là, quand j'ai été au collège, là, moi, j'ai été en Oklahoma, il y a mes coéquipiers au début, là, ceux qui viennent du sud du Texas, là, ils me demandaient comment vous faites pour jouer au baseball là-bas. Comment ça? comment on fait jouer au baseball? Là, c'est pas tout le temps de la neige. Man, c'est quoi tu me parles? Oui, on a de la neige, mais on a un été aussi. Les stéréotypes sont forts. Là. J'ai été pas longtemps, mais j'ai été au Kansas, puis les gars aussi, c'est... T'sais, ils ont 3-4 affaires, des idées arrêtées sur le Canada, puis là, ils étaient pitch tout, là. Non, c'est pas juste de même, non, les gars. C'est pas comme ça. On vit pas tous dans les igloos, on n'a pas tout le temps nos skidoo. Écoute, j'ai déjà fait croire à un de mes coéquipiers que nos voitures avaient des skis à place des pneus, qu'on se promenait en patin, puis en motoneige partout, puis qu'on jouait des dômes tout le temps, là. Puis lui, il était comme sûr que c'était vrai. Puis il me dit, mais crème, you're good, t'es bon, pour jouer, pour faire ça. Je dis, ben oui, man, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais non, tu sais, c'est ça. Mais ces gars-là, ils aiment ça parce que, tu sais, contrairement, encore une fois, je veux pas trop comparer les États-Unis, mais ici au Québec, ici à Trois-Rivières, à Québec, et si je dirais même au Canada, on est très accueillant. Tu sais, tout le monde nous traite tout le temps de gentils. Ah, c'est vrai. Puis, you guys are nice, vous êtes gentils au Canada. Tu sais, même aux Olympiques, ils l'ont dit, là, le Canada, c'est tout le temps gentil. C'est humain. Fait que, tu sais, le monde aime ça.
Le monde. Puis, tu sais, je me rappelle, là, quand j'étais avec les Capitales, les gars, ils essayaient de parler un peu français. Le monde était content qu'ils essayent. Ben oui. Tu sais, à la place de faire tu parles mal ou au contraire, c'était comme hey, c'est quoi que tu veux dire? Puis le monde essaye de comprendre. Puis ils trouvent ça cool que les gars s'impliquent puis essayent. Alors que j'ai été à des places que je dirais pas des noms que, tu sais, je me rappelle quand j'ai appris à parler anglais. Au contraire, c'est quoi tu dis? Je comprends pas. Ou ils vont te niaiser. Tu sais, alors que je trouve qu'ici, c'est complètement le contraire. C'est vrai, par exemple, que tu vas plus te faire niaiser si tu parles en anglais puis t'es français que l'inverse. Que l'inverse, tellement. Fait que... Nous autres, on est contents que quelqu'un essaye, tu sais. Ben oui. Oui. Je trouve ça vraiment important. Puis je trouve que c'est ça aussi qui fait un petit peu ici à Québec que les joueurs veulent rester après, tu sais, qu'ils veulent... Parce que c'est complètement différent. Oui, on est des frères quasiment avec les États-Unis. On est des cousins, mais c'est tellement différent. Ben oui, non, c'est ça. Puis au moins, c'est intéressant de voir que les gars, justement, puis ils adoptent la culture quand ils viennent ici. Puis maintenant, si on va changer un peu de sujet aussi, mais justement, avec ton rôle de directeur du règlement, on a vu c'est quoi les défis, mais aussi en contrepartie, toi, c'est quoi tes priorités, mettons, quand tu es arrivé en poste, là, comment on va construire cette équipe-là de 2024? Bien, premièrement, c'est de faire un résumé de ce qui s'est passé l'année passée puis l'année d'avant. Regarder qu'est-ce qui a fonctionné, sur quoi les défis qu'on doit travailler, les choses qu'on doit changer, les choses qu'on garde aussi, parce que, tu sais, il n'y a pas juste du négatif. Là, il faut toujours regarder le passé pour pas se plaindre, mais pour s'améliorer, pour voir sur quoi qu'on peut travailler. Donc, c'est certain que d'avoir des joueurs, bon, premièrement, qui veulent être ici, des joueurs qui veulent gagner, des joueurs qui adorent être dans la ville, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, mon expérience avec les Capitales, pourquoi qu'on gagnait, c'est parce que les gars avaient du plaisir. Pas nécessairement parce qu'on était talentueux, parce qu'on avait du plaisir. Donc, pour créer cette culture-là, ben tout d'abord et avant tout, nous autres, moi, Matt, Marco, Jay Duchesneau, tu sais, tout le monde dans l'organisation, en commençant par tout le monde, même la personne qui va vendre là, au restaurant, tout le monde, on doit avoir du plaisir. Comme ça, c'est contagieux. Ça, tout le monde, après ça, va embarquer. Puis, ben ensuite de ça, c'est chercher des joueurs que... C'est ça, on ne peut pas le savoir nécessairement lorsque tu recrutes de joueurs, mais lorsque tu leur parles ou lorsque tu les amènes, tu peux leur parler de la culture, tu peux leur parler de ce qu'on veut nécessairement. Donc, la première des choses pour moi, le défi est d'installer une culture de plaisir, de vouloir être ici. Et ensuite de ça, le reste va comme tomber facilement. Donc, de vouloir gagner, de vouloir jouer un pour l'autre, une culture de respect un envers les autres. Je pense que c'est ça le plus important. Pour ensuite de ça, en installer des plus faciles, comme je dirais, bon, chercher les joueurs. Est-ce qu'on va être une équipe plus offensive, plus défensive? Est-ce qu'on veut avoir de la vitesse? Est-ce qu'on veut... Ça, après ça, on peut s'arranger. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que tout le monde, lorsque tu arrives au stade ici, que tout le monde ait du plaisir, que tout le monde aime ça, venir ici, que les partisans viennent. Puis que, victoire ou défaite, que le partisan participe, qui fasse « Hey, j'ai eu du fun, j'ai envie de retourner au stade. » C'est intéressant de la culture d'équipe que tu parlais, parce que on l'a vu aussi dès les premières signatures de la saison. Là, on a ramené des gars comme LP Pelletier, comme Osman Gutiérrez, qui a été un recordman littéralement l'année passée, qui a fracassé beaucoup de records pour les lanceurs des aigles. Dalton Combs, on voit que c'est tous des gars qui sont des leaders aussi, tant dans le vestiaire, puis même aussi dans la communauté qui s'implique. Donc, ça paraît vraiment là, dans la stratégie de recrutement qu'on voit qu'on veut créer un noyau solide. Là, absolument. Tu vas avoir une continuité. C'est dur d'avoir une continuité dans cette ligue-là parce que, bon, on a beaucoup de restrictions côté joueurs, mais en même temps, un gars comme LP, c'est un gars que j'ai coaché puis que j'ai eu la chance de parler justement là, pendant la saison morte. Puis justement, même lui, de son côté, son minding aussi a changé un peu. Il sait là, que, bon, ça fait quelques années qu'il est ici. Puis, il a envie de gagner, là. Il a envie que ça fonctionne. On voit nos frères, les Capitales, là, qui ont gagné l'année passée, puis on est comme crime. Ils sont pas très loin, là. Ils sont à 1h15, ils sont capables de gagner. Nous autres aussi, on est capables. On se dit un peu c'est quand notre tour, là. Exactement. Fait que, j'ai été là, puis venir du camp ennemi un peu, ben ça donne pour moi, ça me donne encore un boost de plus d'énergie, de justement, bon, ben on va aller montrer, là, mon ancienne équipe, là, que nous autres aussi, on est capables. Donc, c'est ça, c'est cool. Puis, on a hâte, là,
là, on a fait d'autres signatures aussi là, qu'on n'a pas nécessairement annoncées encore au public, mais qu'on est très content, on est très confiant d'avoir des joueurs de la trempe comme ça, que je pense qu'ils vont venir justement là, nous aider avec cette culture-là. Mais en étant aux opérations baseball, j'ai beaucoup les échos des joueurs. Là. Ils détestent pas ça, m'écrire 2-3 fois par jour, mais les gars, ils veulent gagner. Là. Il y a personne qui aime ça perdre, là, mais en plus, quand tu vois l'équipe à côté qui gagne, là, c'est plate. Tu as envie de les battre. Fait que, non, les gars, ils veulent vraiment gagner, comme tu parlais d'LP. Mais sinon, tu parles des gars qu'on a signés, mais il y en a, mettons, Didier Vargas, Enrique Valdez. Ces gars-là, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces gars-là? Mais écoute, Didier Vargas, c'est un gars que je suis tellement content d'avoir eu, un lanceur gaucher qui est justement dans les mineurs, a fait un peu les deux, releveur puis partant. Encore une fois, j'ai eu la chance d'y parler beaucoup. C'est un joueur hispanophone, puis lui est très content. J'y ai dit d'être prêt pour être partant, avoir un partant gaucher que tu le sais qu'il va être fiable, qui va lancer des prises, qui utilise 2-3 lancers quand même assez bien. Ça va être très, très important pour notre équipe. Valdez, bon, c'est un gars qui a joué quand même longtemps dans les mineurs, qui va amener de l'énergie, qui va amener, encore une fois, les joueurs qui jouent dans l'avant-champ, joueur latino, moi-même, que j'ai été pendant longtemps, on est capable d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir souvent des jeux un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus fous. Là, spectaculaire. C'est ça, plus spectaculaire. Les gars se déplacent. Exact, on est capable de se déplacer, on est capable de prendre la place. Je pense qu'on en a d'autres aussi là, qu'on va mentionner, mais que premièrement, c'est quand tu les contactes, comme je te dis tantôt, au début, ils sont comme un peu, ouais, c'est quoi, comment ça fonctionne et tout. Puis là, ben après, quand tu leur expliques et tout, ben les gars sont contents de justement là, de vouloir être ici. Puis, c'est des gars qui ont faim aussi, qui ont hâte de jouer. Justement, j'ai parlé à Valdez ce matin, encore avant de m'en venir. Fait que, les gars sont contents, les gars ont hâte. Puis il me demande tout le temps, il fait-tu froid encore? Il fait encore froid, mais t'en fais pas quand vous allez ici. De toute façon, on se radoucit assez vite. Là, il n'y aura plus de neige quand vous allez être ici. Là. Prends le temps d'arriver, t'es encore bien chez vous. T'es encore correct. Reste là-bas, t'es correct. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, des beaux noms annoncés. Pour de vrai, on va garder un œil là-dessus, c'est clair, parce que pour de vrai, je pense qu'on voit le gros travail que tu fais là, en ce moment pour bâtir l'équipe. Puis, fait que... On voit beaucoup des lanceurs, il y en a qui s'en viennent, il y en a qui ont déjà été annoncés, mais y a-t-il quelque chose qui s'en vient comme prioritaire? Y a-t-il une position que là, on se dit là, on se concentre là-dessus dans les prochaines semaines? Parce que... Ben écoute, c'est pas une cachette pour tout le monde. Je pense que dans le champ extérieur, on est quand même assez bien armé. Il y a beaucoup de gars qui reviennent de l'année passée qui jouent dans le champ extérieur. Là, on a signé quelques joueurs d'avant-champ. Donc ça, ce côté-là, on est quand même, on est peut-être à 1 ou 2 joueurs près là, de pouvoir finir... de pouvoir finir au moins nos invitations, parce que, tu sais, ça, je vais l'annoncer aussi, on invite quand même des joueurs qui ne sont pas sûrs de faire l'équipe, mais qu'on peut avoir des surprises pendant le camp d'entraînement. Tu sais, on veut créer aussi un petit peu de compétition, entre les joueurs. Tu sais, on ne veut pas nécessairement le joueur arrive ici et se dise, bon, je fais l'équipe, puis je m'assois là, sur le divan. C'est bon que ce soit pas trop confortable en arrivant des fois. Exactement. Fait que, il y a des joueurs qui ont faim, il y a des joueurs que, justement, tu le sais, là, tu as les échos, on reçoit pour vrai, on reçoit au moins 3-4 joueurs par jour qui nous écrivent hey, on veut venir jouer avec vous, on veut signer pour n'importe quoi, puis on veut faire l'équipe. Fait que on va amener de la compétition. Je pense que lorsque tu as de la compétition comme ça, les joueurs peuvent se démarquer un peu plus. Mais c'est certain que côté receveur puis côté lanceur, ça va être notre focus. Je te dirais pour le prochain mois, là, le camp d'entraînement dans les équipes affiliées commence au mois de mars. C'est sûr que les gars des majeurs, là, justement, tu as parlé tantôt d'Édouard Julien, mon protégé Édouard, qui lui s'en va demain. Fait que les gars des majeurs qui partent comme ça, mais il va y avoir beaucoup de joueurs là, qui vont être disponibles dans le prochain mois et demi. Fait que, ça va être à nous aussi là, d'être alerte. C'est là qu'il y a beaucoup de joueurs, justement, parce que les ligues mineures, ils ont justement annoncé là, qu'ils coupaient le nombre de joueurs maximum dans les mineurs. Avant, c'était 210. Là, je pense que c'est 150. Et il fait donc, quand même une bonne différence. Là, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont être libérés. Donc, c'est là qu'il va falloir qu'on soit prêt là, pour
pour venir finir au moins nos invitations pour le camp d'entraînement. Fait que ça, on veut, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces mouvements-là qui vont arriver, ben ça laisse quand même du temps pour trouver des solides joueurs pareils. Là, même si, mettons, on attend un petit peu plus, il y a des gros gars qui vont sortir, fait que là, ça va être de réussir à les attirer, mais il y a des bons candidats qui s'en viennent, là, je pense. Absolument. Je pense qu'il y en a même là. En ce moment, il y a des très bons candidats qui sont disponibles, mais ces gars-là aussi sont très intelligents dans le sens qu'ils attendent. Sans nommer de nom, on avait un gars qu'on voulait vraiment signer, on était très proches, puis finalement, il y a eu une offre du Japon. On peut pas se battre contre le Japon. Malheureusement, on peut pas se battre, mais il mérite d'aller là-bas. Je veux dire, il va faire beaucoup plus d'argent, puis c'est un très bon lanceur, mais c'est une partie remise. Là, des joueurs de baseball, il y en a. Ça va être juste comme tu dis, c'est de les attirer ici. Ouais. Ça, c'est le travail qui est le plus gros, qui est le plus difficile. Mais ensuite de ça, lorsqu'on est capable, là, on est capable de s'occuper des autres quand même assez bien ici. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, en parlant de ce que tu nous disais tantôt à propos du baseball affilié là, qui réduit son nombre. Ça veut dire que veux pas, ça risque aussi de pouvoir un peu augmenter le calibre des ligues indépendantes comme nous. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous autres dans un certain sens. Là. Et c'est pour ça que aussi les règlements ont changé, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de joueurs jeunes qui se font libérer. Donc, tu veux que ces joueurs-là continuent à jouer parce que c'est pas parce qu'il y a 21 ans que tu t'es fait libérer qu'à 23, tu peux pas retourner. Là, des histoires comme ça, on en a vu beaucoup. Là, lorsque moi, je jouais avec les Capitals, il y a beaucoup de gars qui ont signé par la suite. Alors, c'est pour ça aussi que les ligues majeures sont affiliées là, avec la Frontier puis avec l'American Association aussi, parce que justement, pour eux, c'est comme leur mineur aussi, mais sans nécessairement être collé à nous. Là. Ils suivent d'après, mais... C'est ça. De loin, mais ils gardent quand même un œil dessus. C'est du maraudage un peu non officiel. Exactement, mais c'est fait pour ça aussi, puis c'est une bonne guerre, parce que comme ça, les jeunes, au moins, ils savent ils continuent à se faire regarder, là, même s'ils ne sont pas nécessairement dans leur club école. Là-dessus, pour de vrai, merci beaucoup, Josué, d'être venu avec nous aujourd'hui. On va te laisser continuer à travailler. Tu as des gros dossiers encore, visiblement, à nous préparer. Puis on va attendre des belles nouvelles là, par rapport au recrutement. Puis on se revoit bientôt. Écoute, ça me fait plaisir. Je pense que ça va être un bel été là, pour les Aigles. Je pense que les fans le méritent. Justement, là, d'avoir une équipe solide, d'avoir une équipe qui va être meilleure, une équipe qui va s'améliorer, une équipe qui va donner un bon spectacle. Puis comme je dis, une équipe qui va avoir du plaisir sur le terrain. Je pense que ça va être le début pour tout le monde. Puis je pense que Matt aussi, là, il fait un bon travail. Là, on travaille tout le monde ensemble. C'est ça que je trouve bon aussi depuis que je suis arrivé, c'est que c'est pas un one-man show. Là. On est vraiment tout le monde. Puis quand je parle de tout le monde, là, tu peux je pense que toi, ça fait plus longtemps que tu es ici, mais je pense que tu peux m'appuyer là-dessus. Là. On est tous ensemble, là, on travaille. On a notre groupe qu'on se parle tout le temps. On est tout le temps en train de chercher des solutions, en train de chercher du monde, en train de sauter à gauche puis à droite là, pour que le produit soit bon. Non, c'est cool. Puis de ce que je remarque, c'est l'opinion de tout le monde est importante, comme tu dis, puis la communication est bonne. Là, on se parle souvent ces temps-ci, mais avec les visas et tout, mais non, tout le monde travaille bien ensemble, puis je pense que ça va se refléter sur le terrain aussi. Là. Absolument. J'adore ça. Le travail d'équipe est incroyable. C'est super bon. Tu vois que tout le monde travaille pour la même chose. On travaille tous pour le même but. Alors, j'adore ça. Jusqu'à présent, là, je suis super content. Je suis super bien entouré. Puis je pense que, comme tu dis, là, je pense que ça va se refléter sur le terrain. Ben oui, puis comme ça, si bien dit, le plaisir puis le travail d'équipe après ça donne des bons résultats. Absolument. Donc, merci Josué, puis on te laisse. Merci beaucoup, guys. On te laisse, puis c'est très intéressant de discuter avec toi. Merci. C'est toujours cool de parler avec Josué, là. On a parlé au début, mais le gars, il a tout fait, là, ça n'a pas de sens. Tous les parcours, il vient du Venezuela, fait que c'était vraiment cool. En tout cas, moi, j'ai trippé à le recevoir. Un gars avec un super beau parcours, super inspirant. Puis, je sais pas pour toi, Marco, mais moi, pour d'entendre toutes ces nouvelles-là par rapport au recrutement, moi, ça m'a excité bien raide là, pour la saison. Là. Toutes les fois qu'on entend un nouveau nom, ça donne hâte à la saison. Là. Comme on dit, je vais utiliser mon bon anglais, là, mais ça m'a vraiment primé là, cette entrevue-là là, avec Pelé. Puis d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent. Puis on voit les priorités sont où. On voit qu'on conserve ce qu'il y a de bon, mais on essaye aussi de tout le temps progresser vers l'avant. Puis honnêtement, d'après moi, ça va donner une bonne équipe sur le terrain. Je pense que oui. Puis c'est ça, il l'a dit, tout le monde travaille en équipe, tout le monde travaille super fort pour que ça soit sur le terrain, ça soit incroyable. Mais aussi du côté administratif, on prépare des événements. On veut faire le baseball, c'est le fun, mais on veut que l'événement soit incroyable au stade.
stade Kiarama. Oui! Fait que, notre non, beau Kiarama. bon vieux Kiarama, mais non, honnêtement, c'est cool de l'avoir. C'est un bel ajout pour l'équipe. Ça va être bon d'arriver à la saison. Puis là, comme tu dis, là, ça c'est excitant. Là, ça commence à se réchauffer un peu. On a hâte que ça commence. Le mois de mai ne pourrait pas arriver assez vite. Non, là. C'est ça. On veut que ça s'en vienne. Mais quand le camp va commencer, ça va aller vite. Oui, c'est ça. On voit, là, ça a tout switch le rendu au camp d'entraînement. Exact. Puis bientôt, on va avoir des gens à l'estrade au Kiarama. Ça va me faire plaisir des animés en plus. Ouais. Puis, fait que là-dessus, je pense que c'est ça qui conclut notre deuxième épisode. Encore une fois, un gros merci au line-up de nous permettre, produit notre podcast. Permettre de faire ça. Le line-up sur Instagram, allez voir ça. Une machine. Fait qu'on se revoit bientôt dans le Nid des Aigles.